Va rejoindre l'Olympique Lyonnais. On l'apprenait sous votre plume, Hugo Guillemet. Je vous laisse donc la primeur. Expliquez-nous, ça va se faire demain. Comment ça s'est passé pour les tractations dernièrement? Là, Georges Mikotadze, il va atterrir à Lyon d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Il va passer sa visite médicale probablement plutôt demain, parce que là, ça fait un peu tard. Il était en vacances en Espagne depuis la fin de l'Euro avec la Géorgie. Et ça s'est accéléré, disons, dans les 48 dernières heures, parce que Metz avait trouvé un accord avec Monaco, mais le joueur a jamais voulu signer à Monaco. Il espérait signer à Lyon depuis le début du mercato. Il est né à Lyon, il vient de Lyon, c'est son club de cœur, parce qu'il y a joué quand il était petit, en fait, jusqu'à 14-15 ans. Il est d'une génération exceptionnelle, les 2000, il jouait dans la même équipe à 10-11 ans que Maxence Cacré, Amine Gouiri, Pierre Calulu, et lui n'avait pas été conservé. Donc voilà, il va revenir, il va signer 5 ans, et c'est 18 millions d'euros. Alors justement, Hugo, vous parliez de la jeunesse de Mikotadze. Il y a peut-être effectivement une histoire à boucler, ce qui explique pourquoi il a choisi Lyon plutôt que Monaco. Il y a peut-être pas forcément le sentiment de revanche, mais Hugo l'a rappelé, il était en U15 à Lyon, il n'avait pas été conservé par l'Olympique Lyonnais, notamment pour des raisons physiques et de taille. Il avait déclaré à l'époque que Lyon avait brisé son rêve d'enfant en ne le conservant pas. La suite de sa carrière, elle s'est fait assez loin de Lyon, on le sait notamment à Metz, puis un court passage aussi aux Pays-Bas. Là, l'occasion, elle est quasiment parfaite pour essayer de redorer un petit peu cette dernière image et puis de se prouver peut-être à lui-même qu'il peut réussir. C'est une histoire qui se boucle, d'autant qu'il a continué, même sous d'autres couleurs, à témoigner son affection pour l'Olympique lyonnais. Eric, on se posait un peu cette question. Est-ce que c'est déjà un des meilleurs coups du mercato? C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est quand même, il revient par la grande porte. C'est quand même quelque chose d'important pour lui. Donc, est-ce que ça va être un moteur supplémentaire pour sa saison? Je pense. En tout cas, bravo. Et puis, voilà, je pense que c'est quand même symbolique. Et voilà, il y a un côté passionnel et côté retour aux sources pour lui. Donc, je trouve ça bien. Mathieu, c'est finalement assez rare dans le football de voir un joueur comme ça insister pour retourner dans un club, alors que vraisemblablement, pour Monaco, l'offre aurait pu être un peu supérieure, notamment pour lui. Monaco, en plus, va disputer la Ligue des Champions. Il préfère retourner chez lui, à Lyon. C'est plutôt touchant. Ouais, c'est une belle histoire. En tout cas, c'est aussi un bel exemple pour tous les jeunes. C'est vrai qu'en centre de formation, on est plein, et à chaque fois, c'est la pyramide. On n'est pas tous conservés, et on voit qu'il y a d'autres chemins qui permettent au final de faire une belle carrière. Donc avant tout, c'est une belle histoire là-dessus. Et puis on voit qu'il est revanchard et il leur en veut pas trop, parce qu'il y a plein de joueurs justement qui, quand ils sont pas conservés comme ça, sont plutôt un peu aigris et ne veulent pas revenir. Là, au contraire, lui, il leur en veut pas. Donc, jusqu'à présent, en tout cas, je pense que c'est vraiment le bon coup, parce que surtout pour la somme, dans un bon contexte, c'est un joueur qui peut mettre largement 20 buts. Et pour des 20 buts, tu peux. Les clubs de France, en français, en tout cas, ont l'habitude de payer 2 fois, voire 3 fois plus cher. Donc, jusqu'à présent, en tout cas, je pense que c'est le meilleur coup. Le président opinait du chef. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est un très bon coup parce qu'on peut parfois se méfier de ces joueurs qui brillent sur un grand tournoi comme ça. Derrière, des fois, ça enchaîne pas. Mais lui, il avait brillé avant en Ligue 1. C'est-à-dire qu'il connaît le championnat. Il a eu des stats incroyables donc, quand il a fait cette deuxième partie de saison. Aujourd'hui, il a confirmé à un très haut niveau parce que c'était quasiment un des meilleurs joueurs de l'Euro sur le premier tour. Enfin, il a vraiment été très impressionnant et je pense qu'il est parfaitement adapté à Lyon parce que c'est un buteur, mais c'est aussi quelqu'un qui participe au jeu. Enfin, il est vraiment très intéressant. Très bon coup pour moi. Après, il va falloir qu'il gère les émotions aussi, parce que le précédent, ça me fait penser à Iliman Ndiaye, qui était venu à Marseille, qui était très attendu par les supporters, et Mikotadze aussi est très attendu. Alors, il a plus de références, parce qu'effectivement, il a marqué beaucoup de buts en Ligue 1, mais ça va être un écueil quand même à surmonter, l'attente énorme, en fait, qui entoure son arrivée. Et il serait venu encore plus volontiers si la Casette avait décidé de partir, et ça a pu le faire douter, je pense, à un moment dans l'été, et puis finalement, il a été rassuré par Pierre Sage qui compte vraiment les associer. Et Mikotadze en plus va démarrer la saison puisque la Casette sera au JO. Je reconnais là tout votre talent dans l'entertainment puisque vous nous parlez de Marseille et d'un Olympique. On va passer à un autre. Il faut savoir que Mason Greenwood a trouvé un accord, enfin, en tout cas un accord de principe a été trouvé sur 5 ans pour le recrutement de Mason Greenwood du côté de l'Olympique de Marseille. On a également appris dans ces dernières heures que Pierre-Emerick Aubameyang
devrait vraisemblablement partir pour l'Arabie Saoudite. Il a été séduit par un contrat de 2 ans qu'on lui propose là-bas et les discussions que le clan Aubameyang a eu globalement avec le... Séduit par le projet sportif ou... Oui. Ah, d'accord, oui, c'est donc. a eu avec le clan marseillais laisse penser qu'il pourrait partir, David. Ce choix de Mason Greenwood, il a été très largement commenté, notamment pour le passé extra-sportif de Mason Greenwood, qui, on le rappelle, avait été accusé par sa compagne de violence conjugale avant que celle-ci ne retire sa plainte, peut-être moyennant finance, en tout cas on ne le sait pas, elle a retiré sa plainte, donc il n'a pas été jugé pour ces faits. Mais ils existent dans le passif de Mason Greenwood. Oui, d'autant qu'il y avait une enquête interne également du côté de Manchester United qui avait conclu au fait qu'il ne pouvait pas rester au club pour des histoires un petit peu de valeur et d'image. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est vrai que c'est un sacré challenge, un pari pris par la direction de Marseillaise, vu le contexte de son arrivée. Après, on en a vu d'autres dans le football. On sait qu'une série de quelques matchs avec des buts, ça peut retourner un public. Mais c'est vrai que c'est un vrai pari. C'est un vrai pari financier parce que c'est un joueur sur lequel il va falloir miser quand même beaucoup et qui va être entouré effectivement d'une énorme pression et dont tous les faits et gestes vont être guettés. Donc, on va suivre ça. Il y a également l'intervention politique. On rappelle que le maire de Marseille était intervenu pour demander clairement qu'il ne soit pas recruté. La direction marseillaise en a fait fi. Donc, on va suivre ça avec attention. Mais c'est un sacré pari. Président, on se souvient que pendant le Covid, l'Olympique de Marseille avait proposé les chambres de la commanderie pour recueillir les femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Ça fait un mélange qui fait grincer des dents tout simplement. Oui, c'est sûr, il y avait une très forte hostilité des supporters, pas simplement du maire de Marseille. Maintenant, le prix du joueur, il est aussi consécutif du fait qu'il y a beaucoup de clubs qui ne veulent pas le recruter du fait de ses antécédents. Donc Marseille considère que c'est un bon coup financier pour un joueur quand même qui a une vraie valeur sportive. Et pour le coup, la moralité, là, elle passe au 2e rang. Ouais, mais c'est hyper problématique, moi, je trouve. Parce qu'en fait, je peux en parler d'autant plus librement, parce qu'on a eu le même truc à Lyon, un club que je suis avec Jérôme Boateng. Je trouvais absolument scandaleux qu'il le fasse signer et qu'il se rende compte après l'avoir fait signer qu'il y avait un procès 2 mois plus tard en Allemagne. Il y avait un procès, c'est peut-être ça aussi la différence entre les deux situations. Oui, là, c'est fini. Oui, mais là, il n'y a pas eu de procès. Ouais. Hein, je veux dire, il y avait un procès, mais en fait, le Bayern le laissait partir libre en étant au courant de ça. Il y avait un procès, d'ailleurs un procès où il a été condamné. Donc c'était vraiment un énorme coup dur en fait en termes d'image pour l'OL. Et là, je suis désolé, Longoria c'est hypocrite dans le discours parce que c'est le premier président en France et bravo pour ça, mais qui nous parle de valeurs, etc. à chaque fois qu'il y a des violences, etc. Là, Greenwood, effectivement, l'histoire n'est pas allée jusqu'à un procès, c'est pas allé plus loin puisque sa compagne, avec qui il est toujours d'ailleurs, avec qui il a un enfant, s'est rétractée. Mais les enregistrements, on les a tous entendus, les images, on les a vues. Donc je trouve ça hyper problématique en fait parce que du coup ça devient une opportunité de marché. C'est ça. Du coup on le fait. Mais Mason Greenwood s'il n'avait pas eu cette histoire, c'est un joueur qui était inaccessible pour l'OM. Et donc en fait l'OM a ce joueur parce qu'il profite de la situation du fait que voilà il s'est passé ça. Eric, non mais donc y a là on est sur deux volets, le côté sportif où là oui évidemment que c'est une opportunité, une grande opportunité pour Marseille. Après je suis désolé mais on peut pas dissocier l'image du joueur et ce qui s'est passé avec sa valeur sportive et ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Donc non, moi je trouve ça pas bien maintenant à Marseille d'être capable de gérer ça. Si en plus il est pas bon sur le terrain, il a les qualités pour réussir, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci, mais si en plus ça marche pas sur le terrain, ça va être compliqué. Il faudra surtout voir aussi comment il est accepté par le supporter. S'il se fait siffler. C'est un climat difficile, on le sait. À chaque match au Vélodrome, ça va être hyper compliqué. Donc c'est vraiment à voir aussi comment. S'il est bon, non, mais ça peut être un problème aussi de direction et de supporters. À suivre au début du championnat. Vous restez avec nous évidemment puisque dans quelques instants on va parler de l'actu du jour, de la signature ou plus exactement de la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid en grande pompe. Vous avez pu le suivre sur la chaîne L'Équipe. Avant cela on continue à dérouler ce mercato. Le Paris Saint-Germain veut s'attacher les services de Désiré Doué. Selon Loïc Tanzi, le club parisien aurait transmis une offre pour s'attacher les services du jeune Rennais de 19 ans. La somme n'a pas fuité mais le club breton a déjà refusé une offre de 35 millions de la part du Bayern et le Stade Rennais espérait recruter 60 millions d'euros d'indemnités transfert. On peut imaginer que la proposition du Paris Saint-Germain se situe
évolue dans ces eaux-là. Le PSG, Eric, qui mise comme ça sur un tout jeune joueur, c'est pas tellement dans l'ADN de ce que l'on a pu voir. C'est arrivé certaines fois avec Barcola, mais c'est plus un petit peu dans l'ADN de Paris aujourd'hui. J'ai envie de dire que ça a changé. On s'appuie sur la jeunesse pour essayer de construire sur le futur. Doué rentre évidemment avec ses qualités et sa jeunesse dans ce nouveau Paris, on va dire. Donc non, je pense que c'est bien. Après, il faudra gérer aussi le côté financier parce que on a tendance à demander souvent beaucoup d'argent sur les transferts pour Paris, mais là, je trouve que ça rentre en équilibre dans la balance valeur du joueur et financière. Et Mathieu, sportivement, il faudra aussi gérer la concurrence. Il y a Kang In Lee, par exemple, qui est là dans un registre similaire. Qui est là pour le moment. Et là, pour le moment, il y a une offre énorme qui a été refusée pour Kang In Lee. Faut voir le discours qu'il donne, les assurances de jeu ou pas. En tout cas, pour lui, c'est sûr que c'est un vrai tremplin. C'est bien, je trouve, pour Paris de pouvoir aussi puiser en France. Ça fait marcher aussi l'économie du foot français. Donc, non, c'est une bonne chose. Après, évidemment, on va attendre autre chose pour les supporters parisiens. Ça peut être un bon début. Ils vont forcément attendre autre chose également. Et juste très court, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça faisait partie des raisons pour lesquelles Paris voulait aussi Ryan Cherki. C'est qu'ils ont besoin absolument de recruter des joueurs, des jeunes joueurs français pour la liste UEFA. Et là, il leur en manque vraiment un. Pour la saison prochaine, par exemple. Donc, lui pourrait remplir ce rôle-là aussi. Un joueur qui ne rentrerait pas dans la liste UEFA, c'est Osimhen. La piste a été relancée. Le club de la capitale s'intéresse, on le sait, à un autre Napolitain, Kvaratskhelia, mais il a relancé éventuellement la piste Osimhen, qui comporte une clause de 130 millions d'euros que le club qatari ne semble pas prêt à lâcher. Toujours une info de Loïc Tanzi avec Damien Degor cette fois. Ils nous ont appris que Manchester United avait dégainé une offre de 63 millions d'euros pour tenter de recruter Lenny Yoro. Le Lillois, lui, ne serait pas extrêmement chaud à l'idée de rejoindre ce club-là, en tout cas en Angleterre. Il préférerait poser ses valises au Real Madrid. Yoro sort d'une saison pleine avec Lille. Est-ce que, président, ce serait une bonne idée d'aller si vite si haut, ou est-ce qu'un club intermédiaire pour continuer sa progression C'est quoi un club intermédiaire? Parce que là, on parle du Manchester, du Real. C'est Paris Saint-Germain. Manchester, c'est intermédiaire par rapport au Real. À Manchester, il va jouer. Au Real, il va pas jouer. À une équipe qui lui permette de progresser. Je pense au Napoli, je pense à Valence. Moi, tu peux avoir une année de transition. Moi, je considère que s'il y a véritablement une offre à 63 millions d'euros pour Yoro, quand on parle des droits télé qui ne sont pas encore signés, qui sont de toute manière très largement à la baisse, les clubs ont besoin d'argent. Pour lui, à la Manchester, je pense que c'est un club où il peut jouer. C'est un club qui est en reconstruction avec un vrai projet. Partir directement au Real, qui d'ailleurs, au passage, le Real propose, je crois, une vingtaine de millions d'euros. Donc, je pense que du côté de son club, franchement, on ne va pas pousser pour qu'il aille au Real. Moi, ça me semble pouvoir être une piste intéressante. Je pense qu'il a un profil pour pouvoir réussir en première ligue. Profil en plus un peu à la Varane, qui lui était parti également très jeune au Real. Donc, la preuve, ça peut aussi se faire. Il faut faire attention aussi avec les opportunités. Elles ne se représentent pas tout le temps. Donc, quand tu as l'opportunité, il faut savoir accepter et se dire que respecter le club aussi, parce que Manchester United, c'est un grand club. Effectivement. Deux petites brèves pour terminer, vous dire que Moussa Diaby pourrait partir en Arabie Saoudite. Al Ittihad a fait une offre de 55 millions d'euros pour recruter Moussa Diaby, pensionnaire d'Aston Villa. Le joueur formé au PSG pourrait rejoindre Laurent Blanc, entraîneur aujourd'hui d'Al Ittihad. Et puis Serhou Guirassy va s'engager avec Dortmund. La première visite médicale avait demandé une deuxième visite de confirmation. C'est chose faite. L'attaquant de Stuttgart, Serhou Guirassy, va bien s'engager avec le Borussia Dortmund. Il quitte Stuttgart contre 17,5 millions d'euros.